Bonsoir à toutes et à tous. Bonsoir Alain Bankou, merci de votre présence ce soir à la librairie Dialogue. Alors une précision d'ordre technique, si vous pouviez garder votre masque voilà, tout le long de la rencontre, c'est ce qu'on essaye de mettre en place pour pouvoir continuer ces rendez-vous essentiels. Donc rebonsoir Alain Bankou et mille merci d'être parmi nous ce soir. Nous allons ensemble parler de votre nouveau livre, Rumeurs d'Amérique, paru à l'occasion de la rentrée littéraire 2020 aux éditions Plomb. Alain Bankou, vous êtes romancier, poète, essayiste. Vous êtes l'auteur de plus d'une trentaine d'ouvrages traduits dans de nombreuses langues et vous avez reçu le prix Renaudot en 2006 pour votre roman Mémoire de Porc-Épic. En 2016, vous avez été titulaire de la chaire de création artistique au Collège de France et on ne peut qu'inviter chacune et chacun à écouter en podcast toutes ces conférences aussi érudites que passionnantes. Vous êtes né au Congo-Brazzaville, vous avez habité en France, puis au début des années 2000, vous partez aux États-Unis, donc d'abord dans le Michigan, puis aujourd'hui à Los Angeles. Vous enseignez la littérature d'expression française à UCLA, donc la prestigieuse Université de Californie. Dans ces rumeurs d'Amérique, vous nous offrez un journal de bord de votre Amérique au travers de scénettes et chroniques mêlant anecdotes intimes, expériences de vie et profondes réflexions. La digression surgit rapidement et embarque le lecteur dans une promenade à vos côtés. Vous débutez votre livre par cette annonce. Pour la première fois, j'ose ouvrir largement les portes de mon Amérique. Comment a surgi ce moment où vous prenez la plume pour écrire sur l'Amérique dans laquelle vous vivez depuis presque 20 ans maintenant ? Merci de me recevoir ici. Ça fait 10 ans, on a calculé que j'avais mis les pieds ici. La dernière fois, c'était en 2010. Donc, une génération s'est écoulée. Les enfants qui étaient nés à cette époque-là ont maintenant 10 ans. Ceux qui avaient 20 ans à l'époque ont 30. Donc, c'est pour ça que je ne retrouvais pas trop dans les souvenirs le moment où j'étais venu ici. Mais pourquoi j'ai écrit Rumeurs d'Amérique ? Parce que je chroniquais en quelque sorte régulièrement ma présence aux États-Unis. Je voulais écrire un livre libre qui ne soit pas soumis à une discipline de la fiction, mais aux caprices de mes humeurs. Et donc, tous les jours, j'annotais ce que je voyais du voisin au chien, en passant par des scènes de brutalité ou d'amour, des scènes d'enseignement, la découverte des endroits insolites, promener le lecteur ou la lectrice dans des endroits qui vont changer son avis ou son opinion sur les États-Unis, parler parfois de la cuisine, de la guerre, de la littérature, du plat que je suis en train de préparer, du dernier disque, des matchs de football, des informations que je reçois de Paris, des amis qui viennent me voir de France, qu'ils se nomment Rokhaya Diallo, qu'ils se nomment Pia Petersen et bien d'autres. Donc c'est cette vie que je voulais donner à travers ce livre. Et on le sent aussi que je l'ai écrit entièrement avant cette vague de la pandémie qui avait fait que tous les écrivains avaient toujours quelque chose à dire, à raconter leur confinement, une sorte de lecture ou de littérature que je n'aime pas parce que c'est celle de la paresse. On ne fait que dire des platitudes sur, je sais pas, sur son jardin où on se retrouve dans un manoir tranquille, éloigné de la plèbe qui est en train de souffrir de la pandémie. Je ne voulais pas avoir cette sorte de littérature. Donc, le livre s'arrête juste au moment où on annonce aux États-Unis qu'il va y avoir une épidémie et que Donald Trump dit « Ne vous en faites pas, c'est une grippe ». Donc, je me suis arrêté juste à ce moment-là pour ne pas avoir à décrire des choses que vous connaissez, que nous connaissons tous, et plutôt de refermer les livres sur un questionnement plus intéressant sur les relations de la création avec Dany Laferrière, avec aussi la question de
de l'habillement un peu plus léger, de la SAP, la Société des ambianceurs et des personnes élégantes. Bref, je préfère la qualification de journal vagabond. Ici, vous vagabondez en Amérique, mais vous regardez aussi ce qui se passe en Afrique, ce qui se passe en Europe. Parce que regarder l'Amérique, c'est aussi regarder la France. L'histoire que je raconte du conte de Cadillac, dans la voiture Cadillac que vous avez aujourd'hui. Cadillac, c'était un conte, au moins, qui se présentait comme conte, mais il avait usurpé ses titres de noblesse pour aller se présenter comme l'un des plus grands aventuriers français du côté de l'Amérique du Nord, au point que les autorités gouvernementales françaises lui avaient donné le soin de créer un fort à Détroit, ce qui allait devenir la ville de Détroit. Et lui, il allait faire son petit commerce de castor, de peau de castor, etc., rouler les autorités coloniales, être chassé de Détroit, aller jusqu'au côté de la Nouvelle-Orléans avant d'être renvoyé en France, et excommunié pratiquement et mourir dans un certain anonymat. Mais il n'est pas mort anonymement puisqu'il a laissé à la voiture américaine le nom de Cadillac. Et les Américains lui ont érigé une statue, il n'y a même pas 10-12 ans, pour reconnaître à ce Français le soin d'avoir donné à Détroit cette ville qui est devenue une ville pratiquement de l'automobile, de la musique, de la culture noire, etc. Donc, au fil des chapitres qui composent ce livre de vagabondage, vous nous parlez de l'Amérique comme elle va et aussi comme elle ne va pas. Vous évoquez par exemple les sécheresses successives en Californie. Vous donnez la parole aux sans-abri qui peuplent la ville. Vous vous étonnez aussi des subtilités du système judiciaire américain. Vous parlez un peu du président des États-Unis, mais vous riez aussi de la mode, des restaurants véganes, de l'importance des clubs de sport. Quel est votre regard de citoyen, d'habitant de ce pays sur l'Amérique ? C'était un regard toujours d'étonnement parce que les Américains font toujours les choses en les exagérant. Hein. Les maisons sont grandes, les salles de sport sont grandes, les portions de nourriture dans les restaurants sont astronomiques. Tout est grand aux États-Unis. Tandis que quand on vient en France, tout est petit. Hein. Je vais prendre mon petit café, je vais prendre mon petit bus, je vais voir mon petit médecin, je vais faire... Donc en France, on a toujours une tendance à ne pas... Voilà, hein, excusez-moi, j'ai un peu froid. Voilà, aux États-Unis, c'est moi, je vais prendre mon grand café, je vais voir mon grand médecin, je vais prendre ma grosse voiture. Donc c'est cette sorte de quantification qui fait qu'aux États-Unis, on quantifie plus. Et en France, on a tendance à prendre... toujours la superficie de l'espace dans lequel on vit, surtout les Parisiens. Hein, c'est souvent hein, parce qu'en province, le gars, il a un ranch, il ne va pas dire « je vais dans mon petit ranch ». Donc, c'est souvent les Parisiens, comme là-bas, les appartements ont la superficie des cabines téléphoniques. Donc, chaque fois, ils ont toujours tendance à diminuer la valeur des choses. Et ça finit par influencer aussi dans la façon de réaliser les choses. Il y a d'un côté ceux qui voient les choses en grand et qui veulent le faire en grand, et de l'autre ceux qui voient les choses en petit et qui crient déjà cocorico qu'ils ont une petite victoire. Donc il faut peut-être cette endurance, faire de sorte qu'il faut aller jusqu'au bout des choses, il faut pousser cette volonté jusqu'au bout. Donc l'impression que j'ai de l'Amérique, c'est que non seulement on peut donner la chance à tout le monde, en tout cas quand vous avez une bonne présidence aussi, hein, parce qu'il arrive qu'une présidence au milieu ne veut rien donner à tout le monde, mais ne veut y donner qu'aux Blancs, hein, parce que le programme de Donald Trump, il est tout blanc. Donc, c'est un espace qui peut donner de l'opportunité à tout le monde, c'est un espace qui s'ouvre à la culture des autres en ramenant dans son territoire les cerveaux nécessaires pour le rayonnement des États-Unis. Je veux dire qu'on ramène les Africains, on ramène les Français, on ramène toutes sortes de nationalités qui pourraient contribuer au rayonnement des Américains. Les Américains mettent le paquet pour le faire. De l'autre côté, par exemple, la France qui forme
tous ces francophones dans ces grandes universités les laissent s'en aller, fiers d'avoir fait une mission, ne comprenant pas que on va prendre cette intelligence pour aller utiliser ailleurs et pour dire à la France, vous êtes deuxième de la classe. Alors que la France a fait le grand travail, a travaillé, a donné l'éducation, mais à la fin, il n'y a pas de place pour mettre tout le monde. Et c'est toujours presque intéressant de voir comment parfois la France peut courir derrière la même personne qu'elle a formée. Aller faire la queue pour dire « mais tu ne peux pas revenir travailler ici ?» Mais bien sûr, tu m'as formé, bien sûr. Donc il y a un système à repenser ici en France concernant l'enseignement, concernant aussi la fierté de soi. Peut-être que j'ai vu dans les deux pays, ayant vécu aussi bien en France qu'aux États-Unis, il y a, quels que soient les problèmes que les Américains peuvent avoir, le racisme, les bavures policières, etc., mais il y a une fierté intense d'être américain que je ne comprends jamais. C'est-à-dire tout le combat que mènent même les Noirs, c'est pour être reconnus comme des citoyens à part entière dans les États-Unis d'Amérique. Quand vous les provoquez, ils mettent leur querelle à côté, ils vont vous bombarder, quelle que soit leur couleur, les Noirs, les jaunes, les Hispaniques, ils vous bombardent, et puis ils retournent le lendemain et disent « Bon, on en était où avec les discussions d'air ?» Ils recontinuent leur truc. Mais par contre, il y a un certain parfois désintéressement que je trouve vis-à-vis de la nation en France, qui est parfois où on s'en fout d'une nation qui est adorée dans le monde entier, mais d'ailleurs on n'en a pas conscience. Dans les classes que nous enseignons, les étudiants se bousculent pour venir apprendre la littérature française, la littérature francophone. C'est pas par le côté un peu élégant et sexy de la langue française, mais c'est aussi l'imaginaire que cela recouvre. C'est aussi le fait que la langue française, la culture française, les cultures françaises et francophones restent les unités de mesure dans l'évaluation peut-être de l'intelligence, de l'imaginaire et de la culture des individus. Un Américain qui parle bien le français est évidemment vu comme un dieu aux États-Unis parce qu'il a été dans le pays de Voltaire, il a été dans le pays de, je sais pas, Montesquieu, il a étudié Derrida, il sait ce que Foucault a dit, les Jean-Paul Sartre, etc. Les auteurs, parfois les plus connus, ne sont pas forcément ceux qui sont les plus lus ici. Là-bas, les Américains, ils sont fous des Jean Genet. Jean Genet, il y a les intellos, hein, on en parle à Paris, on en parle un peu dans les capitales de province où la culture est dense, mais plus personne, le jeune ne dort pas en disant « je me réveille pour aller lire le journal du voleur de Jean Genet hein, » ou les nègres de Jean Genet, qu'il faudrait aussi changer comme pensent certains maintenant qu'il faut changer n'importe quoi. Bientôt, ils vont même... dans leur précipitation, ils risquent de venir changer ma couleur, puisque c'est ça qui leur fait honte. Voilà, attention, il est noir, il faut changer. Donc, voilà. Donc, Les Nègres de Jean Genet, qui est une très belle pièce, et je me battrai pour que ce titre reste, parce qu'il symbolise quelque chose. On ne peut pas reprocher à Jean Genet de n'avoir pas été proche des causes les plus difficiles. Jean Genet a défilé avec les Black Panthers aux États-Unis. Jean Genet a été tabassé aux États-Unis pour la défense des Noirs. Et lui, il était blanc et voleur. Hein. Donc c'est beaucoup. Hein. Normalement, un blanc n'est pas un voleur. Un blanc, c'est quelqu'un qui a tout. C'est ce qu'on nous a appris à l'école en Afrique. Les blancs ne peuvent pas voler puisque tout le monde est riche. C'est ça, non? Non? Ah ben voilà, les blancs ne sont pas d'accord. Mais tout au moins, vous aviez en Afrique cette sorte de préjugé positif d'avoir tout. Et quand je suis venu en France, j'ai vu que vous étiez comme tout le monde. Il y en a ceux qui avaient tout et qui gardaient, ceux qui n'avaient rien, qui cherchaient d'avoir tout et qui peut-être n'auront jamais tout, mais qui continueront à chercher parce que l'espoir fait vivre. Donc il y a une sorte de société normale que j'ai trouvée ici, que je trouve de l'autre côté, mais de temps en temps, en France, on a ce sentiment de ne pas avoir conscience de la grandeur de sa propre nation. On prend ça comme un acquis, on prend ça, voilà, c'est bon, on a déjà fait la révolution de 1789, on ne va pas s'embêter, la Bastille, la guillotine, le tout comme ça, c'est bétonné, il n'y a plus rien à faire. Non,
Une nation, elle s'entretient. Une nation, elle se redéfinit selon les gens qui sont sur place, selon la photographie de la France qui change petit à petit. Donc, c'est à peu près dans le sens de l'amour du pays. Je crois qu'il y a une dichotomie, mais de plus en plus, la nouvelle génération française qui voyage, les jeunes commencent à prendre conscience de cela et remettent à son niveau la grandeur d'un pays qui est toujours, je vous le rappelle, parmi les grandes puissances du monde. Mais on a tendance à agir comme si, ça y est, la France est devenue un pays sous-développé. Ce qui est faux. Vous parlez du discours de Martin Luther King prononcé en août 1963, puis de l'assassinat de personnes donc de couleur noire, les rappeurs Nipsey Hussle, Tupac Shakur. Et alors que vous aviez déjà achevé l'écriture de ce livre survint le drame de l'assassinat de George Floyd. Qu'est-ce qui ne fonctionne pas, selon vous, qui oblige à voir ressurgir des luttes qu'on croyait dépassées ? Ce qui ne fonctionne pas, c'est parce que pendant longtemps, d'un côté, les Noirs ont attendu une redistribution des richesses. Bon, ce n'est pas faire passer tous les Noirs à la caisse pour payer un tribut contre l'esclavage ou quelque part. La redistribution des richesses consiste peut-être à faire des politiques qui vont aider les quartiers les plus défavorisés à avoir une activité économique un peu plus développée qui ferait que ça reculerait aussi bien le chômage et la criminalité. Parce que si l'économie est développée, s'il y a du travail, l'assassin il n'a pas le temps d'aller assassiner, il faut qu'il soit au bureau. Donc, il est obligé de le faire pendant son heure de déjeuner. Donc, il ne va pas manger tous les jours et assassiner tous les jours. Donc, il y a des jours... Voilà, donc ça va diminuer tout cela, cette sorte de criminalité, parce que l'économie est là, parce que les centres commerciaux sont là, parce que le travail est là, et parce que aussi... si tout le monde travaille, tous les petits trafics vont disparaître. Déjà, ils ont réglé beaucoup le problème des drogues et autres, où on a pratiquement libéralisé les choses. Aujourd'hui, on ne va plus risquer sa vie pour aller acheter de l'herbe dans le sous-sol d'un paysan qui assassine ses clients à la tronçonneuse. Désormais, il y a des boutiques, vous arrivez comme si vous rentrez dans une pharmacie, vous présentez votre carte d'identité, vous achetez les tonnes d'herbes que vous voulez et vous allez fumer comme vous voulez chez vous. Donc ça aussi, ça a ralenti la guerre des gangs qui existait souvent à Los Angeles, où c'était une guerre pour se partager les dividendes de l'herbe qu'on aura vendue. Mais maintenant que c'est officiel, que même n'importe qui peut rentrer là-bas, vous êtes reçu par un spécialiste qui vous demande même de choisir quelle qualité de vertige vous voulez avoir. Est-ce que vous voulez tomber à gauche? Est-ce que vous voulez tomber... Donc tout est là. Il a la blouse, vous lui faites confiance, on sent que c'est un médecin, mais il conseille. Voilà, ça, et en plus, c'est bien fabriqué. Donc, ça évite. Je vois devant les magasins, même les anciens gangsters, tout effarés de voir cette concurrence officielle de l'État en face. Et donc, certains anciens gangsters qui sont passés par la repentance ont pu trouver quand même une licence pour ouvrir une boutique officielle et faire ce commerce parce qu'ils sont concurrencés par les bourgeois qui les ouvrent. Ce sont les joueurs de basket, les vedettes de Hollywood qui possèdent ces boutiques, de l'autre côté. Donc, la situation même aux États-Unis est une situation d'une société, c'est vrai, fragilisée par le fait que la distribution de richesses ne s'est pas faite, qu'on leur a promis depuis longtemps les droits civiques qui ne sont pas arrivés, que la plupart des bavures qui existent sont à l'encontre de la population noire et qu'on a l'impression que ce sont les Noirs qui toujours sont sur l'autel du sacrifice dans cette société. Donc, nous avons ces élans de groupes qui se réunissent sous le label de Black Lives Matter, les vies noires comptent,
pour lutter justement, pour affirmer leurs droits et refuser une Amérique qui est en train de s'acharner contre une seule couleur, la couleur noire. Et ces mouvements, vous avez vu, ont causé beaucoup de choses, et ont fait beaucoup de manifestations, pas seulement aux États-Unis, mais dans le monde. Peut-être que ce qui est le constat qu'on pourrait faire, c'est que le mouvement des Black Lives Matter a aidé à étendre dans le monde entier la question des inégalités sociales, les justices sociales. Vous avez vu en France ici, s'il n'y avait pas les Black Lives Matter, vous n'allez pas revenir avec les affaires Adama Traoré. Ça c'est revenu parce qu'aux États-Unis, c'était en train de tonner, mais aussi parce que il y a cette tendance souvent des Noirs de France de faire toujours un rapprochement entre ce qui est en Amérique et ce qui est en France. Deux situations qui sont quand même différentes parce que les Noirs de France ne sont pas venus en France par le biais de l'esclavage, alors que tous les Noirs américains justifient, entre guillemets, leur présence aux États-Unis par le biais du commerce atlantique. Tous leurs ancêtres étaient des esclaves, etc. Donc la démarche même de la réflexion n'est pas la même. Le problème de la France est un problème peut-être de l'inscription de l'histoire coloniale dans le récit national français. C'est parce que la France lésine, prend du temps à reconnaître que la colonisation fait partie de l'histoire de la France, que nous avons ces aberrations. D'un côté, les Noirs dont on ne reconnaît pas l'histoire, les Noirs qui veulent, quand ils ouvrent les livres de l'histoire et quand ils lisent Jules Ferry, il faut qu'ils voient à côté aussi les acculturés, ces peuplades, entre guillemets, d'Afrique, etc., qui n'existent pas, ou quand ils existent, ils sont décrits dans l'ordre pratiquement du détail subsidiaire, des gens qui sont dans la nuit, à qui on apporte la lumière, etc., etc. Ce n'est pas ça pour les Noirs américains. Les Noirs américains savent tous que leur culture, c'est la culture du voyage tragique, c'est la culture de la ségrégation, c'est la culture du Ku Klux Klan, c'est la culture des assassinats de leurs leaders. Il y a eu une succession d'assassinats des leaders noirs aux États-Unis, ce qui n'est pas le cas en France. Martin Luther King a été assassiné, Malcolm X a été assassiné, Kennedy a été assassiné. Je dis Kennedy parce qu'il avait fait, il a été un personnage important dans la reconnaissance des droits civiques, parce qu'il était vraiment du côté des droits civiques. Donc, la plupart de ces personnalités noires ont été assassinées. Et ce qui continue peut-être dans une autre manière avec les Black Lives Matter ou ce que vous avez vu, les George Floyd, etc., ce ne sont pas en tant que tels des leaders, mais ce sont les gens de la rue. Parce que le mouvement d'aujourd'hui, aux États-Unis, ne sont plus portés par des leaders historiques qu'on assassine, mais c'est porté par la rue. C'est parfois initié, et le plus souvent initié, par une personne normale, ordinaire, de la communauté noire, qui vient de subir une injustice et qu'on porte sous le rang de martyr et qu'on accompagne par un mouvement pour dire c'est la rue qui s'exprime. Et c'est pour ça que Trump n'ayant pas un leader à matraquer, eh bien, il envoie des policiers fédéraux dans des endroits, dans des villes démocrates pour aller mater justement aveuglement les mouvements de revendication. Parce qu'il n'y a pas un individu qu'on décapiterait pour faire flancher tout le groupe. L'individu principal, le personnage principal des revendications actuelles, c'est la rue. Et la rue est une notion subjective, est une notion qui n'a pas de couleur. C'est pour ça que vous voyez que dans ces manifestations, il y a autant de blancs, autant d'asiatiques que de noirs. On ne discute plus de la question de la négritude, on discute de la question vraiment de la participation dans les affaires de la société et peut-être même dans la participation politique.
Donc vous l'avez un tout petit peu évoqué, le cas de la France, c'est lors d'un déjeuner en compagnie de Rokhaya Diallo, qui est écrivaine, réalisatrice et militante antiraciste et féministe, et un de vos collègues, Dominique Thomas. Vous vous dites, Dominique et vous, depuis l'Amérique, Dominique et moi estimons qu'il y a encore du chemin à faire en France, mais que le pays est sur la voie du dialogue pour redéfinir une nouvelle photographie de sa population diversifiée et multiculturelle. Le pensez-vous vraiment ? J'ai toujours été optimiste. Parce qu'il y a des gens dont le métier, c'est d'être des travailleurs à temps plein dans le ministère du pessimisme. Mais moi, je ne travaille pas dans ce ministère-là. Moi, je préfère vraiment prêcher l'optimisme. Même quand la cause est perdue, si vous dites à quelqu'un, il y a une petite chose qu'on peut tenter pour sauver la situation, la personne retrouve les forces. Mais je ne tiens jamais le discours que la société est verrouillée, la société française m'en veut, je ne peux pas réussir, etc., etc. Sinon, qu'est-ce que vous allez transmettre à la génération future, sinon le sens de la capitulation? La capitulation n'est pas en soi un comportement responsable. Même si vous savez que vous ne pouvez pas déplacer la montagne, ce n'est pas une raison de dire aux générations qui viennent « Ne vous en faites pas, on a déjà essayé, personne n'a réussi ». On ne sait jamais. Hein, qu'on n'empêche pas à ceux qui veulent essayer d'essayer, qu'on les laisse faire ce qu'ils ont à faire. C'est pour ça que je dis que dans la discussion qu'on avait avec Rokhaya Diallo dans le livre, puisque quand elle vient me voir, et voilà, moi je dis il y a aussi des moments où, dans votre discours, s'il y a des choses qui ont réussi, vous le dites. S'il y a des choses qui avancent, vous le dites parce qu'on vous écoutera mieux à ces moments-là quand vous allez critiquer les choses qui ne vont pas. Parce que vous savez que, bon, voilà, vous dites, ouais, écoutez, dans ce sens, regardez ce qui marche désormais dans la culture, regardez ce qui marche dans les études coloniales. Certaines universités, Cergy-Pontoise, la Sorbonne, commencent à enseigner l'histoire coloniale. Les grands chercheurs de la nouvelle génération, notre génération, les Pascal Blanchard, les Sandrine, etc., sont en train d'écrire la nouvelle histoire de France. Et elle s'écrit aussi avec les autres penseurs français, comme les Fauvel, comme les autres historiens du Collège de France. On est dans une autre dynamique, une autre littérature. Aujourd'hui, aucun Français ne peut dire « je ne sais pas », puisqu'il y a des livres qui sont écrits sur la France noire, sur la fracture coloniale, sur tout et tout. Vous pouvez avoir la négritude. Il y a des cours que nous avons faits au Collège de France. Vous cliquez seulement, c'est gratuit. Vous vous asseyez, il n'y a même pas à tourner la page. Vous écoutez défiler les choses. Et il y a 10 cours sur les 10 problèmes les plus fondamentaux de l'Afrique. Vous allez au Collège de France, voilà, les cours, voilà, paf, l'Afrique, vous appuyez, vous avez tout. Aujourd'hui, on n'a plus l'excuse de l'ignorance en disant c'est lointain, ils habitent dans les cocotiers, moi je ne suis pas au courant. Non, il n'y a plus l'excuse de chez vous, vous allez dans les cocotiers en appuyant Google. Donc voilà, quand vous allez chercher une femme, vous la retrouvez même 40 ans après, ce n'est pas une information sur la colonisation qui va vous embêter. Donc vous appuyez. Voilà. Voilà. Donc dans ce livre, comme dans cette rencontre, vous établissez une grande proximité avec votre lecteur, oui. Et on vous suit le temps de notre lecture dans votre Amérique. Vous créez notamment ce lien unique en nous décrivant avec précision vos conditions d'écriture. Oui. Donc ce balcon dans votre appartement que vous avez joliment décoré, mais également à un moment quand vous êtes dans l'enceinte du Beatty Memorial Park. De quelle manière s'impose l'écriture dans votre vie et que souhaitiez-vous ici créer en faisant entrer le lecteur dans votre atelier d'écrivain ? En ceci aussi, c'est un livre d'écrivain, parce que c'est aussi un livre qui explique comment j'écris, à quel moment j'écris, à quelles heures j'écris, comment vient l'inspiration, comment je la gère. Donc c'est aussi un livre, un manuel peut-être d'écriture, une discipline d'écriture. Parce que l'écriture, c'est aussi une habitude. Hein. Si vous avez régulièrement fait la même chose, lorsque vous avez l'inspiration, et quand vous ferez la chose, l'inspiration vient. C'est un peu comme quand vous avez dressé un chien, vous le sortez le matin, vous l'amenez au même endroit pour faire pipi, au même endroit. Chaque fois que vous amenez, l'idée vient.
Et l'écriture, c'est la même chose. Si vous écrivez toujours au même endroit, mais vous ne faites pas pipi quand même à côté. Hein, c'était pas, hein, l'argument n'était pas bien, mais bon. Je sais que si je parle d'un chien, parce qu'il y en a un qui se balade dans mon livre, là, Moki, qui est mon chien. Voilà, je raconte beaucoup les histoires de mon chien parce que j'en avais marre. On pensait qu'il y avait que les Occidentaux qui pouvaient avoir des histoires de chiens dans leurs livres. Eh bien, pour embêter les Africains, je dis, je vais parler de mon chien. Fini les causes, tout là. J'ai un problème, mon chien n'a pas mangé. Voilà. Voilà, c'est un problème fondamental. Hein? Et je suis responsable parce que ce chien, il attend de moi une obligation de résultat. Hein? Quand il est midi, il me regarde, il dit, alors les humains, on passe quand à table? Donc, je donne la nourriture. Donc, il y a peut-être le manuel d'écriture, la façon peut-être caractéristique que j'ai à écrire. Ce petit balcon, dès que je me mets là, eh ben, les idées viennent d'elles-mêmes. Je vois Paris, je vois Brazzaville, je vois tout ce qu'il y a dans mes souvenirs et ça sort. Et curieusement, c'est dans ce balcon-là sur ce balcon, j'ai vraiment terminé le livre. Et chaque fois que je vais là-bas, je ressens on dirait que c'est la chambre pratiquement de tous les personnages qui sont à l'intérieur de ce livre. Bon, d'autres, je vais les faire rentrer. Ils vont un peu pousser, se faire de la place pour le prochain livre que j'écrirai, évidemment. L'écrivain, il est physiquement seul face à sa page. Oui. Toutefois, vous semblez parvenir à combattre cette solitude par la compagnie de figures tutélaires qui vous accompagnent. Le portrait de Cassius Clay au-dessus de votre tête, la présence de James Baldwin au-dessus de votre épaule. Qui sont ces hommes et ces femmes qui sont vos compagnons de voyage et que permettent-elles à l'écrivain ? Moi, j'ai la pratique de la solitude depuis l'enfance puisque je suis fils unique dans une Afrique où le minimum peut-être dans les familles c'était 8 enfants, enfin, en tout cas dans mon quartier. Quand vous avez 3 enfants, on dit les pauvres ils n'ont que 3 enfants. Comment ils vont faire? Voilà. Et quand vous avez quand j'étais ben, les gens, les copines de ma mère pleuraient, la pauvre. Si l'enfant la meurt, là, elle va servir à quoi? Donc c'est toujours dans l'utilité sur la terre. Donc il y avait toujours, je savais que il y avait toujours la peur de la mère de voir l'enfant disparaître. Les mamans veulent toujours mourir avant leurs enfants. Hein? Bon, j'en connais certaines qui ne veulent pas mourir avant leurs enfants. Elles disent, ah non, hein, chacun est venu sur Terre selon ses propres moyens. Hein. Ils meurent, je les enterre, mais ils n'ont pas à attendre mon enterrement. Hein. Voilà. Il y en a qui sont comme ça, hein, dans des familles où ça se discute par texto. Hein. Donc voilà quoi. La prochaine réunion, il n'y aura pas de réunion. Voilà. Et la bonne année, 0. Donc là, rendez-vous au prochain enterrement. Donc il y a peut-être cette peur qui a attrapé ma mère dans cette solitude. Et cette peur, je la ressens aussi, mais cette fois-ci vis-à-vis des 2 chiens que j'ai. Je dis, mais s'il meurt, parce que avant, je n'avais pas ce sentiment, parce que moi, je pensais que tous les êtres humains étaient immortels. Hein, parce que pour mieux vivre, il faut vivre comme si on ne mourrait jamais. Parce que tu ne peux pas vivre, boire un truc, laisse-moi boire ça parce que demain, on ne sait jamais. Non, il faut boire et puis se dire qu'on est immortel jusqu'à ce que... Et puis de se dire la mort, c'est pour les autres. Hein, jusqu'à ce que... d'ailleurs, quand on était petit, quand un corbillard passait, on donnait le dos. Parce qu'en général, on disait que si vous regardez trop le corbillard, quand il va passer, et derrière la vitre, le mort va se lever, va dire « c'est ton tour ». Donc, il va te dire « c'est toi ». Et tu te tournes là, qui? Il n'y a personne et c'est toi, et le lendemain, tu meurs. Donc, dès que le corbillard arrivait, on tournait comme ça, et le diable s'est tourné sur ton tour, on n'a pas vu. Donc, du coup, on ratait la mort de cette manière magistrale. Donc, pour moi, la solitude n'a jamais posé des problèmes. Je suis peuplé de personnages de mon enfance. Un écrivain n'est plus jamais seul. C'est pour ça que je suis peut-être chanceux d'avoir eu la littérature pour avoir à peupler mon univers selon la force de ce que je peux convoquer dans mes souvenirs. Donc, ils sont là, dans la tête. Je revois toujours aussi bien la France, l'Europe et autres. Et je me sens, c'est vrai, pas du tout seul. Je me sens peut-être dans un autre monde, mais dans un autre monde dans lequel je me retrouve pour
peut-être me sentir à l'aise et peut-être aller retrouver les vrais dialogues, les vrais échanges des individus qui ne sont pas forcément corrompus par la raison, par ce qu'est la vie quotidienne, etc., etc. Les personnes de romans, les personnages de romans sont des personnages qui sont censés nous donner à la fois la force de lutter dans la vie quotidienne et l'endurance de bâtir notre futur. Baldwin a modifié la conception que j'avais jusqu'alors de la création. L'écrivain doit inventer un univers où l'homme n'a que l'amour du prochain pour unique salut. Dans quelle mesure ces mots guident-ils votre âge ? C'est vrai que c'était la deuxième partie de la question. Moi, je suis aussi animé par ces modèles. James Baldwin, l'écrivain noir américain, qui m'a beaucoup appris sur les luttes aux États-Unis, sur l'écriture indépendante. James Baldwin, c'était l'écrivain américain le plus francophile. La preuve, il habitait en France, dans le sud de la France. Il est venu ici dans les années 50, il n'avait même pas 30 ans. Il avait fui la ségrégation raciale aux États-Unis. Il avait commencé à apprendre la langue française. À Saint-Paul-de-Vence, il y avait des fêtes qui duraient toute la nuit, où tout Paris se précipitait là-bas. Si vous alliez chez Baldwin du côté de Nice là-bas, eh bien, vous trouveriez les Yves Montand, vous trouveriez les Simone Signoret, vous trouveriez les Miles Davis, vous trouveriez les Richard White. Tout le monde convergeait là-bas. Et James Baldwin avait ce piano, jouant de la musique, fredonnant de temps en temps, finissant cigarette sur cigarette, tapant à sa machine à écrire à la main, et puis vivant avec son amant suisse, puisqu'il était noir, homosexuel et pauvre, comme on disait à l'époque, et qu'il avait gagné le jackpot en ayant tout cet art. Et cet art qu'il a utilisé pour devenir l'écrivain emblématique aujourd'hui des lettres américaines, celui que nous devons lire aujourd'hui peut-être pour comprendre pourquoi la société américaine est tombée dans une fragilité absolue. Donc vivre aux États-Unis, c'est vivre différemment l'un de vos plaisirs, le football, et vous compensez cette frustration par un intérêt grandissant pour le basket, dont vous apprenez peu à peu les codes, et notamment le code du temps mort. Et vous dites alors, peut-être qu'écrire un livre est également une question de temps mort. Qu'entendez-vous par là ? Parce que dans le basketball, que je regarde de plus en plus, même quand je suis en France ici, je regarde ça à 3h du matin. Hier, j'ai regardé à 3h du matin les Lakers qui jouaient contre les Denver, les Lakers qui ont perdu. Les Lakers, c'est chez moi, à Los Angeles. J'étais un peu triste, mais ça va, on va se ressaisir demain. Voilà. La tristesse de 3h du matin, toujours lourde, parce qu'après, ça t'empêche de dormir. Mais tu dois quand même dormir et venir à Brest. Donc, c'est ce que j'ai fait. Donc, dans le basket, ce que j'avais remarqué de plus important, c'est ce qu'on appelle le time-out, le temps mort. Hein? Vous êtes en train de jouer, le match vient de commencer, il y a une équipe qui marque encore 12-0, et là l'arbitre, l'entraîneur de Los Angeles fatigué, il demande un temps mort, il arrête et il commence à parler à ses joueurs et il essaie de tracer une stratégie. Voilà, bon, la balle, toi tu la prends, tu passes à un tel passe à l'autre va passer là, l'adversaire sera ici, quand il passe ici, toi tu vas là-bas, et quand tu vas là-bas, tu reçois la balle, quand tu reçois la balle, tu lances aux 3 points, que le 3 points, pof, il marque les 3 points. Mais il faut être intelligent quand même pour le faire. C'est ce qu'on appelle un metteur en scène. Et en anglais, on appelle ça a play. C'est-à-dire qu'il lui a tracé vraiment une sorte de jeu. Mais c'est complexe, hein? Ça ne va pas suffire. Ouais, je vais me mettre au coin, lance-moi le ballon comme je vois dans le basket en Europe. Là, c'est comme au ralenti, ça ne va pas vite. Hein? Je serai au coin, tu me le lances. Hein? Des fois que si je suis bien, je tire. Non! Là-bas, c'est vraiment, on te donne une opération avec au moins 10 passes à l'intérieur. Et on sait, celui qui fera foirer la chose, celui-là, dans les vestiaires, il va avoir des pépins. Parce que tu dois être là où tu es. Chacun sait que dès que je tiens la balle là, il y en a un qui sait que je dois être là où on tire les 3 points, l'autre qui doit être là où on tire les 2 points. Il y en a un qui va être derrière parce qu'on ne sait jamais, je ferai semblant d'avancer, mais en fait, je rends la balle derrière.
Et quand j'arrends la balle derrière, tous ceux qui gardaient celui qui a 3 points, ils viennent à la rescousse. Comme ils viennent tous à la rescousse, c'est là que je lance la balle à celui qui est resté seul, qui va tirer son 3 points pour rentrer. Et le roman, c'est la même chose. Tu poses ton personnage là, tu poses un autre là. Toi, tu dis, tu ne bouges pas, hein, tu ne changes pas de tenue parce que tu dois attendre quelqu'un qui passera là quand tu feras ton forfait et l'autre passera. Le romancier est quelqu'un qui gère les temps morts. Et quand tu sens qu'il y a trop de bagarres, un petit temps mort. Dans le temps mort, j'ai décrit un paysage, j'ai décrit la rue, les lecteurs se reposent et puis on reprend le match par la suite. Voilà. Donc voilà un peu, c'est pour ça que je faisais l'allusion, la comparaison dans le livre, que le basket m'a appris la notion du temps mort et j'applique beaucoup de temps mort dans mes livres parce que c'est nécessaire pour relancer les personnages, leur donner de la vigueur et puis faire des remplacements. Le temps mort, c'est le moment où on dit, bon, celui-là, je pensais qu'il pouvait démarrer le match, il est nul, on prend un autre, on change de personnage. Voilà. Je fais du basket en écrivant. Dans Le sanglot de l'homme noir, vous écrivez « J'ai choisi de ne pas m'enfermer, de prêter l'oreille au bruit et à la fureur du monde, de ne jamais considérer les choses de manière figée. » Et dans Rumeurs d'Amérique, vous dites « Mes livres habitent la géographie imposée par ma transhumance. » Ce mouvement, est-ce ce qui vous offre cette possibilité de rester toujours à l'affût du monde qui vous entoure ? Disons que mes livres, c'est vrai, suivent mon itinéraire à 3 continents. Et c'est un voyage même qui est curieux parce que mes ancêtres, ceux qui sont allés en esclavage, ont fait le même voyage, mais de façon tragique. Moi, j'ai eu la chance de le faire de façon volontaire. Parce que ceux qu'on prenait, les Européens prenaient, des Européens les prenaient du côté des ports pour les amener en esclavage aux États-Unis. C'était la même chose que si on faisait l'Afrique... Bordeaux, je ne sais pas, New Orleans, Nouvelle-Orléans. C'était un voyage Afrique, Europe, Amérique. Mais c'est le voyage que j'ai fait. J'ai été en Afrique, mon continent d'origine. J'ai vécu longtemps en Europe où j'ai fait les études, donc le continent d'adoption. Puis je suis aux États-Unis, le continent qui a accueilli ou bien qui a vendu, en quelque sorte, qui a fait de moi un objet de commerce. Donc, j'ai resuivi presque à la trace ce parcours historique et curieusement, je l'ai suivi cette fois-ci, non pas pour annoncer des mauvaises nouvelles, pour essayer de comprendre et peut-être pour essayer aussi de rechercher ce qui pourrait apaiser nos passions pour que nous puissions écrire avec objectivité notre histoire commune. Et ce voyage est intéressant parce que ça m'a permis de comprendre l'Europe, ça m'a permis de comprendre l'Amérique. C'est pour ça que j'ai dit toujours que c'est l'Afrique, là où il y a les racines. En Amérique, il y a le tronc. Et puis aux États-Unis, il y a le feuillage. Le feuillage, c'est bien parce que ça se détache au gré du vent et ça peut s'envoler et aller rechercher ailleurs, tomber dans la terre, devenir un engrais, fertiliser et faire pousser une plante quelque part. Donc c'est ça aussi la civilisation d'aujourd'hui. Ce sont des feuilles qui se déplacent de continent en continent, qui vont s'apparier à d'autres feuilles pour donner des essences florales ou végétales inédites et qui constitueront la civilisation de demain. Moi, je parle toujours de la civilisation de bronze. De plus en plus, nous serons tous des gens qui revendiqueront une origine métissée. Parce qu'on ne le voit pas, mais progressivement, vous faites un enfant, votre enfant fait un enfant avec le mien, qui va faire un enfant avec l'enfant d'un Asiatique, on ne sait plus qui est qui. Donc le genre humain a été destiné à se mélanger pour créer des personnalités ou des personnes hybrides. Ça, c'est notre culture de l'identité rhizome. Et ceux qui ont peur et qui ne veulent jamais changer et qui pensent que les changements entraînent toujours de la mélancolie et de la catastrophe, eh bien, ils prêchent l'unité de la race, l'unité des origines. Mais ils n'iront pas loin. Aujourd'hui, l'unité, c'est la monotonie.
Et donc, de l'autre côté, il y en a qui prêchent plutôt la multiplicité et l'addition. Donc, nous serons dans des sociétés où on a toujours besoin d'un plus petit que soi. On reprendra les petits conseils des fables de La Fontaine ou d'Ésope, où vous pensez que la petite espèce infime qui est à côté de vous n'a pas d'utilité. Et au bout d'un moment, quand vous serez dans des difficultés, eh bien, votre salut passe par le personnage infime. Vous voyez, je crois que c'était la fable du lion et du rat. Je crois que le lion était pris dans les filets d'un des chasseurs ou des piégeurs, comme on dit chez nous au Congo, et le lion était foutu. Mais il se trouve qu'il y a un rat qui est là. Le rat, déjà, il faut le savoir, dans la fable de La Fontaine, c'est un rat normalement que le lion devait manger avant, parce que quand le lion dormait, il était à côté de ses griffes, il y avait un trou, le rat sort dans le trou, le lion le voit et dit « Ah, je le laisse passer ». Et c'est ce rat-là, plus tard, qui se retrouve devant le lion dans les pièges, et il a commencé à ronger les mailles. Et La Fontaine utilise la formule géniale en disant « Une maille rongée emporta tout l'ouvrage ». Donc le rat n'avait eu qu'à enlever une maille, et au fur et à mesure, s'emportait tout l'ouvrage, et puis, hop, le lion s'est sauvé. Et donc, c'est à peu près cela, peut-être le sens même de notre humanité. C'est les petits personnages qui peuvent sauver les grands, et les grands ne sont grands que parce qu'ils ont été portés par les petits. Et peut-être que les plus petits sont les plus grands de notre humanité. Mais on n'est pas arrivé à comprendre cela. Nous avons été embarqués dans une société de la lutte des classes. Soit vous êtes bourgeois, soit vous êtes chez les prolétaires. Et les bourgeois pensent qu'ils peuvent acheter tout. Et les prolétaires espèrent qu'ils deviendront comme des bourgeois. Personne ne va à la quête d'une humanité sobre et honnête qui serait celle qu'on transmettrait à nos enfants. On est tous dans le vertige des critères du capitalisme. Il faut que j'ai la dernière Mercedes, il faut que j'ai la dernière ceci, il faut que j'ai une maison avec ça, il faut que j'ai une... Jamais, il faut que j'accumule des connaissances, il faut que je transmette des connaissances, parce que nous sommes dans une société mercantile. Et le mercantilisme nous a tellement bourré notre crâne que désormais, nous tuons nos mamans et nos papas, même pour atteindre nos objectifs. C'est fini l'époque des problèmes cornéliens, où faut-il sauver son amour ou son père ou comme ça. C'est fini. Plus personne ne veut lire Corneille pour savoir qu'est-ce que la tergiversation. Est-ce qu'on va laisser cours à nos instincts de bête ou alors faire de la morale quelque chose qui pourrait nous sauver? C'est ça. Alors, sans transition, dans un chapitre flamboyant, vous nous parlez aussi, comme vous le disiez tout à l'heure, de l'art de l'habillement. La SAP. À travers la SAP. Société des ambianceurs et des personnes élégantes, pour les Brestois qui n'étaient pas au courant. C'est Brestois, non? Voilà. Brestois. Brestoise, excusez-moi. Ouais. Maintenant, il faut faire attention. Voilà. Oh là là. Maintenant, il faut faire attention. Les Brestoises et les Brestois. Parce que moi, j'aime pas mettre .e, .s. Ça, c'est abominable, ça. Même ceux qui ne maîtrisaient pas l'orthographe ont l'impression, moi, je suis fort en français. Non, c'est pas parce que les Brestoises et les Brestois. Voilà. Les Belges et les Belges. Parce qu'il y a des travers. C'est, comment s'appelle le comédien qui le disait? Française, belge. C'est un comédien. Comment? Dépose. Française, belge. Voilà. Belge. Voilà. Comment je fais pour les Belges alors? Pour les Belges et les Belges. J'ai dit pour les Belges et les Belges. Il faut dire les deux alors. Parce que si je dis un, vu que j'ai l'air d'être qualifié de macho, on risque de croire que c'est pour aux hommes que je me suis adressé, non? Ça dépend si vous tombez sur une féministe. Donc, si une féministe, j'ai dit chère Belge. Je suis pas belge, je suis française.
Ah non, mais non, non. C'est ça la France. Dès que la guerre arrête, non. Hein. Les Belges, ils arrangent leurs problèmes. Hein. Vous avez raison, je suis d'accord avec vous. Les Belges n'avaient qu'à trouver leur féminité. Hein. La France a réglé. Hein. France, français, français, française. Belge, belge. Voilà. Donc, Congolais, congolaise. Voilà. La SAP, vos étudiants et étudiantes du coup commandent vos tenues colorées et élégantes. Oui. Pourriez-vous nous parler de la signification de cette fièvre de l'habit qui vous anime ? Disons que c'est une fièvre qui anime tout le Congo. Au Congo, dès votre enfance, vous voyez arriver ce qu'on appelle les Parisiens. Un Parisien, c'est beaucoup d'hommes, hein? Donc c'est un mouvement macho. Hein? Donc je ne dis pas parisienne à dessein. Les Parisiens sont des gens qui vivent avec l'idée que l'habillement est essentiel et on est venu sur Terre justement pour remplir une certaine mission. Ils ont une religion qui s'appelle la religion du tissu, qui tende. Donc voilà, il y a même les 10 commandements du sapeur. Hein, tu ne feras pas, tu ne porteras pas telle couleur, tu ne marcheras pas comme ceci, tu ouvriras la porte. Il y a les 10 commandements du sapeur. Vous irez taper sur Internet, vous trouverez. Aujourd'hui, Google nous fait gagner du temps. Donc, voilà, il y a les commandements du sapeur, etc. Donc, c'est une sorte de frénésie qui s'est emparée de la population congolaise, en particulier de la jeunesse. Les jeunes, quand on grandissait, on avait 10-12 ans, on voyait arriver les Parisiens, c'est-à-dire les Africains, les Congolais qui sont venus en France par aventure, ont acheté les tenues les plus luxueuses, les plus extravagantes et sont venus au Congo pour faire leur parade et avoir le baptême de Parisiens sapeurs. Et nous, notre rêve, c'était de devenir des Parisiens, de venir en France, de faire le pèlerinage. Donc notre Mecque, c'était Paris. Quand tu venais à Paris, on disait qu'il a fait la Mecque et qu'il est retourné, il revient au pays pour dire aux filles, attention, vous devez vous aligner parce que moi, je reviens de la Mecque, je rigole pas. Et donc, on achetait des Weston, des chemises, Alain Figaré, Francesco Smalto, Giorgio Armani, tout. On avait toute une panoplie. Le Congolais, c'est quelqu'un qui connaît tout du stylisme franco-italien. Parce qu'ils vont en Italie acheter certains habits, à Londres certaines chemises et certaines chaussures. Parce que les Anglais, c'est les church, les chaussures vraiment très raffinées, avec l'élégance à la baladure. Hein, veste sur mesure. Comment ? Les chaussures de Dumas. Des Dumas, voilà, les chaussures de Dumas et les vestes sur mesure d'Édouard Balladur et ses gants. Hein. Je vous demande de vous taire. Donc voilà, il y a cette forme d'élégance qui est recherchée. Et donc la SAP est devenue pratiquement un phénomène. Et dans le livre, ici, puisque mes étudiants, quand je vais enseigner, ils sont toujours en train de commenter sur la couleur de mes chemises, la couleur de mes pompes, parce qu'ils peuvent commenter. Les étudiants aux États-Unis, ils font des évaluations. Ils notent les cours, c'est très bien, c'est clair, c'est génial, c'est nul, tout. Et à la fin, il y a un carré où ils peuvent faire des figures de style libre. Et là, ils peuvent dire, mais par contre, j'aimerais quand même ajouter, les chemises là, vraiment, et hop, tout le monde fait des références. Comme j'avais vu, il y avait vraiment, pratiquement tout le monde parlait des chemises. J'ai dit, je vais faire un cours sur la société des ambianceurs et des personnes élégantes. Le cours, je ne l'ai pas encore fait, je vais le faire cette année. Et dans le livre, j'essayais de dire, si j'enseignais la SAP, voilà ce que je dirais. Donc, j'ai fait l'enseignement du cours avant même de l'avoir enseigné. Donc, j'ai brossé un peu l'origine de la SAP, le geste que ça représente, le fait colonial qui est à l'intérieur, le fait aussi qu'en utilisant son corps comme un moyen d'expression esthétique, on essayait de pallier le fait que dans beaucoup de pays de dictature, la liberté d'expression est muselée. Et comme on n'a pas une liberté d'expression, eh bien, nous exprimons cette liberté à travers les aventures du corps, la manière de bouger le corps, la manière de l'habiller, montrer au dictateur que vous pouvez empêcher la parole,
mais vous ne pourrez pas empêcher l'œil de pouvoir voir comment, malgré la dictature, nous savons nous tenir droit, parce que nous sommes conscients que chaque fois qu'on a voulu marginaliser le noir, faire souffrir le noir, on a utilisé sa couleur et son corps comme les objets à châtier, soit par le fouet, soit pour dénigrer la peau. Mais cette fois-ci, vous ne pouvez pas le fouetter parce qu'il est bien habillé. Cette fois-ci, vous dites que je suis noir, mais écoutez, regardez comment le noir peut porter son complexe, les couleurs de l'arc-en-ciel, alors que vous devez hésiter pendant 40 minutes. Combien de fois je n'ai pas vu des amis français venir dire « Ah, mais de toute façon, ces couleurs-là, ça va avec des gens comme vous. » Ça veut dire quoi? Les gens comme nous, est-ce que des gens des États-Unis ou des UCLA? Mais ça veut dire il y a certaines couleurs qui vont avec les noirs. Ce qui est faux. C'est dans la tête. Parce que si tous les jours, vous voyez un blanc qui porte du jaune, vous allez vous habituer à ces blancs qui sortent avec du jaune. Parce que moi, j'ai des amis qui sont des grands sapeurs noirs. Quand j'ai fait le clip Black Bazaar, un orchestre que je produisais, il y a des sapeurs blancs à l'intérieur. Et ces sapeurs blancs, ce n'est pas des petits, c'est des gens qui habitent à Neuilly et à Versailles, des petits bourgeois qui utilisent leur fortune pour aller au Congo, pour aller comprendre pourquoi les Congolais sont des sapeurs. Ils sont allés au Congo, ils sont allés à Londres, ils sont allés à Belgique, ils ont fait des livres de photos de la SAP, mais quand vous les voyez habillés, le roi n'est pas leur cousin. Ils sont très bien habillés, boutons en manchette, avec les binocles de l'époque du XVIIIe siècle, donc avec qui pendent des chaînettes en argent, puisqu'ils rajoutent le côté à la recherche du temps perdu à l'intérieur de leur habillement. Hein. Voilà, à la Proust. Donc voilà. Donc, eux, ils sont sapeurs, mais comme ils sont bourgeois, il faut quand même qu'ils calment la classe bourgeoise. Parce que s'ils vont trop dans la gauche, la bourgeoisie, l'héritage risque d'être hypothéqué. Donc, ils essayent un peu de garder l'héritage tout en étant un peu extravagants. Voilà. C'est ça, la SAP à la française. Et récemment, pour ce chapitre dont on parle, j'ai eu la lettre très intéressante de la couturière Agnès B. qui m'a écrit. Il m'a dit « Ah, respect pour la SAP, il faut qu'on se voit pour parler stylisme. » Alors, si je reçois une lettre quand même d'une des stylistes, les disciples de Coco Chanel m'écrivent pour dire merci pour la... Je dis, écoutez, il est temps que je crée peut-être en France un institut de la SAP, où il y aurait peut-être des éléments pour... où les Brestoises et les Brestois viendraient faire un pèlerinage pour voir la SAP, pour comprendre, parce qu'on n'achète pas un habit en rentrant dans une boutique brestoise comme ça et dit je prends cette marinière. Non, quand vous achetez la marinière, pensez déjà aux chaussettes que vous avez à la maison. Pensez déjà aux pantalons, parce que les gens, ils achètent et puis ils disent je porterai ça lundi. Mais lundi, ça ne va pas marcher. Vous avez acheté du bleu, mais l'autre, c'est du vert. Comment vous allez faire? Donc, le sapeur, c'est celui qui anticipe. Il n'achète pas n'importe quoi, n'importe quand et n'importe où. Il achète quelque chose qui manque dans la grande harmonie de sa garde-robe. Donc, parfois, on ne comprend pas. On marche avec un ami, j'arrête, je dis, j'achète ces chaussures. Et l'ami français dit, comme ça là? Oui, comme ça là. Mais pourquoi? J'ai dit, parce que je sais que j'ai un costume là, ça peut aller dans ce costume le lundi, mais mardi, je peux changer le costume avec l'autre, mais mettre les chaussures pour garder la couleur de la cravate. C'est ça. Donc, chaque chose, c'est pour ça que si vous venez chez moi, j'ai vu des fois, ah, mais tiens, tu as des chemises, tu peux me donner celle-là. Je dis, mais non, c'est calculé. Hein? C'est comme quand j'ai acheté mon beefsteak, je sais que dans la famille, on est 5, tu dis, est-ce que tu peux me donner la moitié? Mais comment je vais nourrir les enfants? Donc, les habits d'un sapeur, il ne les donne pas. C'est quand il meurt, il les transmet. Il laisse même dans son testament, ma sape est à laisser à mon cousin. Et là, l'enfant est mort de colère parce que son père a transmis sa sape au cousin. Voilà. Souhaiteriez-vous poser des questions à Alain Maboukou? Voilà. Je vais me lancer. J'ai fait comme vous, tout écrit. Il n'y a pas de problème, nul n'est parfait. Beaucoup moins de thèse, donc j'ai moins de mérite. Désolée, moi aussi j'ai des lunettes. On va mettre des binocles. Alors moi, je remercie tous ce que j'appelle les passeurs de passion. Désolée, parce que je
vois bien de loin, sans lunettes. Bah, c'est toujours moi. C'est Alain de loin. Je remercie les passeurs de passion qui m'ont transmis l'amour de la littérature, de la lecture et de l'écriture. Ma maman, une cousine, une prof de français. Oui. Il y a également des auteurs comme Kerouac. Ah ouais, ça c'est... Ah, bon alors si. Là, on est dans un niveau élevé, là. Ouais. Et également, je dois beaucoup à la Grande Librairie et à François Goumel. Ah ouais, je connais. Vous ne connaissez pas, non? C'est pour remercier à lui que je vous ai découvert. Il paraît qu'il fait des bonnes choses. Je rigole bien entendu ici. D'ailleurs, c'est lui qui m'a convaincu sans le savoir de lire Le Comte de Monte Cristo de Dumas. Et je lui ai fait confiance et j'ai bien fait parce que j'ai dévoré les 2 volumes. C'est génial. Ah oui. Bah, mais pour votre information, je passe ce soir à la Grande Librairie tout en étant ici. Mais oui, j'ai laissé mon clone là-bas qui va passer. Je dis, je ne peux pas rater Brest. Donc, voilà. Et moi, je me demandais à qui vous avez transmis la passion de l'écriture. Mais je pense que c'est surtout la lecture. Mon père, il travaillait dans un hôtel, l'hôtel Victory Palace, et les Européens qui venaient là pendant l'été, ils amenaient les romans policiers, les romans de San Antonio, de Copland, les bandes dessinées, et ils les laissaient parce ils amènent des livres dans de gros sacs, mais il faut que dans ces sacs-là, ils veulent mettre les statuettes africaines, les gris-gris, les trucs comme ça. Ce qui va montrer qu'ils étaient en Afrique, donc ils jettent les livres. Et mon père, il prenait tous ces livres, ramenait à la maison, en me disant, il ne faut pas toucher à ça, hein. C'est moi qui vais lire ça quand je serai à la retraite. Donc, il avait mis ça dans un coin. Ça, c'est papa. Si je vois quelqu'un qui touche, donc il faisait des pièges sur ces livres. Hein. Il mettait comme ça et puis il laissait une sorte, on dirait, une feuille sèche au-dessus là, parce qu'il sait que s'il ne vient pas trouver la feuille là, donc quelqu'un a touché les livres. Et donc, moi, je savais, je voyais, il pense que je suis un gamin, et il s'en allait, je prenais la feuille, je mettais à côté, je lisais tranquillement, à la fin, je reposais, je laissais la feuille là. Donc, chaque fois, il venait, chaque fois, et un jour, j'avais oublié la feuille. Il est arrivé, tu as touché mes livres. J'ai dit non, je faisais un peu le ménage, j'enlevais la poussière. J'enlevais la poussière comme si on enlève la poussière. Non. Nous, on vit avec la poussière, hein, voilà. Au sol, là, il n'y a même pas le ciment. Alors, donc, la poussière, ce n'est pas de notre souci. Donc, c'est peut-être ces lectures volées, ces lectures dans la nuit où je ne comprenais rien à ce que je lisais, mais c'était bien de lire les mots. Même si je ne comprenais pas, mais j'étais content de lire les mots. Je lisais sans comprendre en me disant « Oh, ça y est, déjà 60 pages que j'ai lu, 80. » Donc, je pouvais lire un livre de 300 pages sans comprendre. Mais la musique des mots, elle était là. C'est quand j'ai commencé à comprendre que je grandissais au rythme des livres que mon père accumulait. Et il accumulait les livres, il y en avait beaucoup. Jusqu'à sa retraite, il ne lisait pas. Je n'ai jamais vu mon papa ouvrir un livre. Il ouvrait les journaux. Il ouvrait les Paris Match que laissaient toujours les mêmes Européens. Il avait les Paris Match. Il y avait le Monde. Parfois, on lisait Le Monde d'il y a 4 mois. Quoi. Donc, voilà, ça datait du 4 mois. Et puis, on discutait de l'information d'il y a 4 mois. Donc, voilà. Il dit non, mais c'est pas possible. Oui, Giscard d'Estaing. Non. Il a mangé les diamants de Bokassa. Non. Donc, on était, voilà. Il y avait des histoires de diamants. Bokassa, on est dans les années 70. Monsieur, vous pouvez le savoir. Bokassa est allé manger un caïman ou un crocodile chez Bokassa. Non, Giscard est allé manger un crocodile, je crois que c'était chez Mobutu. Mobutu l'a amené dans son palais là-bas. La nourriture était tellement bien, Giscard était content. Il est délicieux. On dit, mais monsieur le président, c'est le crocodile. Oh c'était trop tard. Je me disais bien. Donc, voilà, il a mangé le crocodile, tout. C'était trop tard, hein, parce qu'en Afrique... on te prépare le crocodile, tu manges d'abord et puis on te dit ce que tu as mangé après. Donc, ici, oui, c'est quoi le menu? Si vous allez dans un restaurant d'une maman qui a fait son restaurant, vous venez demander un menu, il vous balance un manioc sur la tête. Hein? Tu viens me demander il veut dire, tu viens me demander un menu à moi, est-ce que je suis un blanc? Ici, tu rentres, tu t'assois, je te sers ce que j'ai.
Voilà, c'est ça. Tu t'assois, voilà, que ce soit de la viande ou du poisson, tu mangeras ce qu'elle a. Il n'y a pas un menu écrit ou quoi là. C'est un restaurant, c'est pour manger. Si le ventre commence à réfléchir, c'est que tu n'as pas faim. Donc voilà, c'est ça. Donc elle s'exprimait déjà comme si elle faisait des citations pour la postérité. Voilà. Si vraiment tu commences à te dire qu'est-ce que je vais manger, tu n'as pas faim parce que ventre affamé, c'est là qu'on rejoint la citation. Ventre affamé n'a point d'oreille, n'a point non plus de cerveau parce que quand tu as faim, tu manges ce que tu as. Donc c'est cette solitude, j'avais cette faim et il y avait les livres qui étaient là. J'ai commencé à lire petit à petit. Mais ce que je commençais à comprendre petit à petit, c'était parfois des livres policiers, parce que les scènes me semblaient très intéressantes, le français était simple. Il y avait un peu d'argot, mais ce n'est pas grave. Ça me permettait d'avoir un vocabulaire et d'aller le balancer auprès des filles en classe et de paraître le plus intelligent, hein, jouer le caquet. Donc c'est cette solitude, c'est ces livres abandonnés par mon père, c'est l'acharnement aussi. Ce sont les premiers amours ratés. Hein, on écrivait des lettres violentes à la femme. Tu sais pas qui tu viens de rater dans ta vie. Hein, tu verras, je vais te prouver. Et donc, il y avait toujours... On croyait que c'était de la poésie, mais c'était la colère d'un éconduit, quoi. Hein? Tu n'iras pas loin. Hein, tu finiras mal. La fille n'a que 15 ans. Tu finiras mal. Voilà. Tu vas voir quand tu auras 20 ans. Donc, à 20 ans, on dirait que c'était le summum, quoi. Tu vieilliras quand tu auras 20 ans. Alors que 20 ans, la fille dit, attends, mon vieux Corneille, j'ai encore 20 ans, quoi. Allez. Merci. Merci pour cette passion que vous avez de dire. Bonjour. On dirait que c'est la famille Coteau, non? Ah non. Je voulais juste vous dire, oui. Je crois que vous ne le savez pas, mais que vous êtes un des meilleurs amis. Je suis un de vos meilleurs amis. Oui, mais vous ne le savez pas. Ah. Bon, mais allons-y, hein, parce que je ne savais pas que j'avais... Bon, mais voilà. Alors... Vous êtes à deux. Et en plus de ça, c'est pour ça que je suis là, parce que vous êtes venu à Brest, donc je ne pouvais pas ne pas venir. Bah oui, quand même. Parce que, en fait, je ne connais pas l'homme, mais l'écrivain est mon meilleur ami depuis plusieurs années. Ah. Et là, au moment où vous parliez, vous évoquiez demain, j'aurai 20 ans. Oui. Et je crois que j'avais 20 ans aussi, et que j'y étais, en fait, dans cette histoire-là. Bon, je n'apparais pas très clairement, mais... Mais c'est grave, ça, hein? Mais j'y étais aussi, parce que quand j'ai lu ce livre, ça a été un enchantement. J'avais l'impression d'être... Voilà, dans la bande d'enfants que vous décriviez, dans la vie que vous décriviez. Donc, d'abord, je voulais vous le dire. Ah, merci. Et puis, je voulais vous poser une question qui m'a souvent un peu, pas tracassée, ce serait exagéré, mais intéressée. Quand vous évoquez vos voyages, voilà, cet écrivain voyageur que vous êtes, vous parliez des 3 continents tout à l'heure, dans quelle langue est-ce que vous pensez à la maman? Ah, normalement. Voilà, et je me suis même demandé à un moment, est-ce que quand vous êtes allé aux États-Unis, même si vous parliez l'anglais, est-ce qu'il n'y a pas eu un moment où la créativité ou quelque chose ne s'est pas un peu tari jusqu'à revenir à un autre moment? C'est une question, je ne sais pas. Bon, sur la première question, dans quelle langue je pense? C'est une confusion totale. Je pense qu'il y a un mélange qui se fait entre les 7 langues africaines qui sont les miennes et que je parle parfaitement, plus quelques rudiments du créole que m'a appris mes amis haïtiens, dont Dany Laferrière, le créole plutôt haïtien, et puis un peu quelques balbutiements de la langue russe, because il y a Gavaru Parouski, que j'ai appris parce qu'on était une république communiste au Congo. Demain, j'aurai 20 ans. Mais je sens qu'il y a plus une prédominance de l'écho de mes langues africaines. C'est-à-dire que la langue française est l'enveloppe qui préserve ce discours originel que j'ai dans ma langue, et si bien qu'il y a une traduction simultanée qui se fait directement dans ma tête. Parce que en réalité, quand on réfléchit, quand on est en train de créer,
ce sont d'abord les images qui se cristallisent avant les mots. Les mots, c'est ce qu'on vient pour... On cherche à décrire les images, à donner la sensation des images, et les mots sont les éléments qui permettent de communiquer ces sentiments. Or, parfois, qu'est-ce qui se passe? Vous vous retrouvez avec une image, cette image n'existe pas en langue française. Elle n'a même jamais été décrite parce que c'est une image spécifique. Voilà. C'est à partir de ce moment-là que se passe pour un écrivain francophone l'invention et peut-être même la création et peut-être même la licence. Il se permet la licence de balancer quelque chose qui est plus imagé et qui risque peut-être même d'influencer les choses au point de se retrouver dans les dictionnaires. La création commence à partir de là, en tout cas linguistique. C'est ça qui fait le charme de votre écriture. Parce que, je crois que c'est ce qui fait son charme. Parce qu'on entend, on lit autre chose à travers le français que vous écrivez. Il y a une autre musique, une autre poésie. Voilà. Disons que c'est l'accent. Moi, j'écris avec l'accent que j'ai, l'accent... même dans mes silences, j'ai un accent. Donc, c'est cet accent. C'est-à-dire que c'est une langue française avec mon accent, avec parfois la peinture des mots, la peinture des univers de mon pays, de ma langue. Voilà. En France, il y a une façon de parler. Chez nous, il y a une façon plutôt imagée. Dans la langue congolaise, par exemple, quand on veut parler du corps de la femme, en particulier la face B, comment dire, vous voyez, pourtant c'est en français, mais c'est comme ça. Parce qu'on voyait, à l'époque, on avait les 33 tours. Hein. Vous jouez la face A, c'est là où c'est écrit tous les titres composés par... Et la face B, c'est derrière. Donc, pour parler de façon un peu plus licencieuse, hein, des formes généreuses de derrière, on dit la face B. On dit la face B. Mais l'ensemble qui constitue, quand on allait à la plage, ce qu'on constatait souvent, c'est que les Européens, comme on disait là-bas, les Européens pouvaient rester dans la plage, ils étaient tout nus. Et tu avais un Congolais qui dit, il n'a même pas caché son Pays-Bas. Donc, vous voyez, l'image est plus forte. Parce que dans notre langue, justement, le sexe, c'est le Pays-Bas. Et quand tu viens, tu n'as pas caché son Pays-Bas, que ça voit encore là-bas Pays-Bas et autres, l'image est plus forte et ça reste plus longtemps que le mot. Voilà. C'est pour ça que dans beaucoup des langues que je parle, les langues comme le Munukutuba, le Lingala, il n'y a pas beaucoup de mots. C'est la langue française à la manie, la folie des synonymes. Mais dans mes langues, il n'y a pas beaucoup de synonymes, mais il y a une multitude d'images pour une seule réalité. Donc, c'est à toi d'aller choisir les couleurs. On se fait peintre quand on est écrivain francophone. Parce que cette littérature n'est pas fondée sur la subjectivité et la théorie, c'est fondé sur la réalité qui est sur Terre qu'on prend. C'est pour ça que ici, même quand on voit les écrivains réalistes de l'époque, sont ceux qui ont saisi vraiment l'âme même de cette Europe. Quand vous lisez les Balzac, quand vous lisez du côté des Germinal, vous lisez cette littérature, vous sentez vraiment le pays dans ce sens. Donc, il y a cette bataille qui est là, et c'est pour ça que les écrivains venus d'ailleurs, qui écrivent le français d'ailleurs, ont un avantage. Ils peuvent aller piocher dans la culture occidentale qu'on leur a donnée par le biais de la colonisation, les lectures des grands auteurs français, la connaissance de la culture française, et ils peuvent sortir de là, repartir dans leur culture, naviguer et créer des petits bébés, faire des bâtards à la langue française, des bâtards qui vont amuser, autant que questionner dans ce sens, et peut-être c'est ce qui sera l'identité de demain. Parce qu'aujourd'hui, un écrivain parisien n'a pas le même univers qu'un écrivain de Marseille. Je veux dire que Pagnol et je ne sais pas quel écrivain, et Modiano, ce n'est pas deux registres de la même couleur. Hein. Il y a un qui est parisien et qui a sa thématique, et il y a l'autre qui fait une peinture d'une société du sud de la France comme on n'en a jamais fait. Derrière. Alors, une dernière question. Bonsoir. Bonsoir. J'ai entendu sur les chaînes de télé, les scientifiques, sont à peu près 3-4 mois, que la
population des Humaines, et dans le courant des années 50, serait la majorité noire. Dans les années 50, Dans les années 2050. sera noir. Oui, la majorité. D'après les scientifiques. C'est grave, hein? C'est pas ce qu'on a demandé, hein, en tout cas. Hein. On ne voulait pas aller jusque-là, mais bon, s'ils insistent, on va vous devoir leur servir la sauce, hein? Vous vous rendez compte, la vie va être compliquée pour nous, hein? Parce qu'on sera plus visible, là, hein? Parce que... Ce que je voulais dire par là, c'est que si ça se passe aux États-Unis, oui, ça va se passer dans le monde entier. Par la suite. La majorité des personnes sera noire. Oui. Métissé, parce que si tout le monde est noir, attention à la dictature aussi, hein? Parce qu'on ne va pas rigoler, hein? Est-ce qu'une ethnie ou un peuple qui a été, qu'on a essayé de l'effacer, est-ce que la revanche va être terrible? Est-ce que les petits blancs ne commenceront pas à pouvoir se cacher? Ah, mais vous avez raison d'avoir peur dès maintenant. Hein? Non, je rigole. Mais je pense qu'il y a aussi le réflexe toujours de l'ancien dominé qui, lorsqu'il devient dominant, applique les méthodes de son dominateur. On a un exemple précis, c'est en Afrique, au Libéria. Le Libéria est une nation qui avait été construite par des associations, des amis, des anciens esclaves et des Noirs, etc., pour ramener tous les Noirs dans leur continent. Donc le Libéria, c'est les territoires créés de toutes pièces par les anti-esclavagistes blancs, les métissés qui avaient été pratiquement exonérés de l'esclavage, et les affranchis, ceux qui avaient été libérés. Donc, ils sont allés là-bas pour créer un État dans lequel tous les Noirs de la terre reviendraient. Mais seulement quand ils sont arrivés, ce n'était pas vierge, il y avait des autochtones, des Noirs là-bas. Et donc, ils sont arrivés. Qu'est-ce qu'ils vont faire de ces Noirs? Ils les ont poussés au coin là-bas. Ils ont presque coupé la ville en deux. Et d'un côté, il y a ces métis et ces Noirs américains qui sont arrivés pour construire le truc. Et ces Noirs-là qui étaient là-bas, ils les ont mis pour travailler dans le caoutchouc, pour aller travailler le travail forcé. Ils n'ont pas le droit au vote, donc pratiquement comme aux États-Unis. Et la société a été gouvernée par ces Noirs américains qui ont installé une certaine dynastie jusqu'à ce qu'on a commencé à voir les guerres civiles entre les Africains américains libériens, comme ça qu'on appelait, et les Africains autochtones là, qui eux-mêmes avaient plusieurs ethnies, notamment les KRA. Et à l'intérieur de cette ethnie-là, eux, ils étaient tout noirs, on sentait qu'ils étaient vraiment de là. Et eux, normalement, ils étaient majoritaires dans le pays. Ils n'ont jamais gouverné, ils n'ont pas le droit de vote, et ils se sont révoltés et ont commencé la guerre. C'est ce qui a fait que pendant longtemps, vous avez entendu les massacres du côté des Libéria. Les enfants soldats, les enfants qu'on envoyait faire la guerre, ça venait du côté du Libéria, qui plus tard allait être dirigé par une femme, Madame Johnson, et par un footballeur que vous connaissez, George Weah, qui était président de l'autre côté. Et le Libéria a donné l'exemple, le prototype de l'exemple de l'ancien esclave qui, devenu au pouvoir, voulait mettre d'autres Noirs en esclavage. Et le visage du Libéria aujourd'hui est le symbole de cette lutte vraiment qui s'est passée tout le long de l'histoire. Donc ce que vous dites n'est pas aberrant, c'est déjà arrivé en réalité dans la vie, c'est arrivé dans le continent africain et malheureusement ça s'est passé comme ça. C'est le réflexe naturel de quiconque. Vous prenez quelqu'un qui a subi quelque chose, la seule culture qu'il connaît, c'est la culture de la domination. Il pense que pour être un individu respecté sur Terre, il faut dominer les autres en écrasant leur identité. Maintenant, il faut un peu plus d'intelligence et de jugeote pour trouver des gens qui vont s'écarter de ce schéma pour dire que ça ne se fait pas. Donc, je ne souhaite pas non plus que la Terre soit constituée à 50% de Noirs. Mon destin, c'est de ne pas de peupler ce monde. Mon destin, c'est de peupler ce monde de gens qui sont animés de bonnes intentions, de travailler ensemble dans nos différences. Dans nos différences. Parce que
Dans l'indifférence, parce que si, imaginez, 70% de la terre est noire, vous êtes obligé de supporter jusqu'à la fin des jours un président noir. Parce que si on vote, si les gens votent par la couleur de peau, jamais les Blancs et les autres seront présidents de la République. C'est ce qui se passe à peu près en Afrique du Sud, où on s'est dit, si on continue à voter comme ça, il n'y aura plus que des Noirs qui seront présidents. Et ce n'est pas non plus bien pour la structure du pays. Ça veut dire qu'on a failli à la mission de créer une nation qui serait au-dessus de la race et des idées politiques ou religieuses. On doit voter les gens selon leur cœur, leur humanisme et non selon leur couleur. Eh bien, merci beaucoup pour cette très belle rencontre, Alain Mabankou. C'est moi. Et merci à vous.